Monsieur le député Patrick Hetzel, Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs les collaborateurs, Contribuables associés vous remercie de votre présence à notre 64e rendez-vous parlementaire des contribuables, le premier de cette législature. Ce rendez-vous est consacré à la soutenabilité de la dette publique. Monsieur le député, merci de présider cette réunion. Merci François Heccal d'être présent une nouvelle fois parmi nous. Alors François Heccal, vous êtes ancien magistrat à la Cour des comptes et président de l'association Finances Publiques Économie, FIPECO. Nous pouvons retrouver vos analyses sur le site fipeco.fr. Alors Contribuables associés organise depuis 2001 ces réunions de travail à l'Assemblée. Alors nous avons convié tous les députés, les 577 députés comme à chaque fois, à venir travailler depuis 2001 avec des experts qui traitent d'un sujet concernant les contribuables. Nos réunions ont souvent débouché sur des propositions de loi co-signées par de nombreux députés. Même non soumises au vote, pour nous, ces propositions de loi contribuent néanmoins, quand elles ne sont pas soumises au vote, au débat. Notre thème du jour, la dette publique de la France est-elle soutenable? Alors pour les contribuables associés, on ne peut pas se soustraire à l'exigence budgétaire. En 2023, nous sommes pour l'État à près de 500 milliards de dépenses, quasiment 160 milliards de déficit budgétaire. Depuis 1974, tous les gouvernements, quelle que soit leur couleur politique, ont préparé des budgets en déficit. Pas un seul budget n'a été voté en équilibre par le Parlement français. Par la faute de nos dirigeants, l'État s'est mis à dépenser plus qu'il ne gagne et à vivre à crédit. La France n'a jamais profité des bonnes conjonctures pour assainir ses comptes. On le sait, l'État vit nettement au-dessus de nos moyens. Il doit revoir son périmètre d'action, couper dans ses dépenses, traquer les gaspillages et réduire son train de vie. Malgré les impôts et les taxes maintenus à des taux exorbitants, l'État dépense plus qu'il ne prélève sur les contribuables, renvoyant sur le dos des générations futures le règlement des dépenses du moment. L'État peut-il faire faillite? Oui, l'histoire le prouve. C'est arrivé à plusieurs reprises dans notre histoire. La dernière faillite de l'État, connue sous le nom de banqueroute des deux tiers, remonte au 30 septembre 1797. Alors la dette c'est tout sauf indolore. Encore une fois, pour la limiter, il faut résorber le déficit budgétaire. La dette, ce sont les contribuables et les Français qui la paient en définitive, par leurs impôts. La dette d'aujourd'hui sera l'impôt de demain, ou par l'inflation qui impacte leur pouvoir d'achat et leur épargne. La dette publique officielle s'est accrue de 600 milliards d'euros en 5 ans, sous le dernier quinquennat. Seule la moitié de cette somme est imputable à la crise Covid. La dette atteint aujourd'hui le niveau record de 2 917 milliards d'euros, soit 43 000 euros par habitant. Et si on comptabilise la dette hors bilan, qui tient compte notamment des paiements futurs des retraites des agents publics, dette cachée plus dette officielle, le vrai montant de la dette publique avoisine les 8 000 milliards d'euros. 8 000 milliards d'euros, soit plus de 117 000 euros par habitant. Et en définitive, peut-on encore parler de souveraineté de la France quand près de la moitié de notre dette est détenue par des créanciers étrangers? Peut-on parler de souveraineté de la France quand on est dans un tel état de dépendance financière? Alors, nous verrons, nous savons, nous avons une grande marge de progression dans l'entreprise d'assainissement de nos finances. Encore une fois, pour contribuables associés, il faut couper dans les dépenses si l'on veut regagner des marges de manœuvre géopolitiques, politiques et économiques. Après ces propos liminaires, je vous cède la parole, monsieur le député. Merci beaucoup. Tout d'abord, je voudrais évidemment remercier les contribuables associés d'avoir pris cette initiative et de nous permettre d'échanger ce soir au sujet de la question de la dette. J'en profite aussi pour saluer la présence évidemment de François Heccal qui, vous venez de le dire à l'instant, réalise ces analyses qui sont publiées à travers FIPECO et ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous incite vivement à lire ces travaux parce qu'ils sont extrêmement intéressants et pour les législateurs que nous sommes, c'est extrêmement stimulant de voir vos analyses, mais je lui passerai la parole dans quelques instants puisque c'est lui qui dispose d'une expertise aussi par rapport à la question évidemment de la dépense publique. Je voudrais en profiter pour vous saluer toutes et tous, également les collègues parlementaires qui ont un emploi du temps extrêmement chargé. Cette question de la dette, on peut évidemment l'envisager sous différents angles. Je voudrais tout d'abord, en propos liminaire, insister sur le fait que le niveau de dette publique que nous atteignons aujourd'hui est tellement critique qu'il pose de plus en plus également une question liée à la souveraineté même de notre pays, puisque nous le savons,
une partie significative de cette dette est détenue aussi par des étrangers, que ce soit dans certains cas évidemment des établissements financiers, mais aussi des investisseurs, ce qui nous distingue par rapport à d'autres pays. Hein. Quand vous prenez par exemple un autre pays fortement endetté comme le Japon, la grande particularité, c'est que cette dette n'a pas exactement le même impact sur la souveraineté du Japon, puisque en fait cette dette est très largement, quasi intégralement, une dette détenue par les investisseurs japonais eux-mêmes. Et donc, alors ça ne veut pas dire que la question de la dette ne se pose pas au Japon, mais en tout cas, elle a beaucoup moins d'incidence en termes de souveraineté, puisque en réalité, ce qui est en jeu aussi, et il faut avoir conscience de cela, dès que l'on aborde cette question de la dette, c'est la signature de la France qui est en jeu. Et je vais juste, avant d'en revenir à des chiffres, vous montrer que nous avons atteint à certains moments des questions extrêmement critiques quant au financement de la dette. C'est passé un petit peu inaperçu, puisque ce dont je vais vous parler s'est déroulé fin juin, début juillet. Comme vous le savez, un certain nombre, évidemment, d'emprunts arrivent à échéance, hein, de manière assez régulière, et donc l'État, lorsque des emprunts arrivent à échéance, est amené à se réendetter pour refinancer la dette. Et donc, l'une des questions qui se pose assez régulièrement, c'est évidemment le taux auquel on est susceptible d'emprunter. Ce qui a constitué au cours des dernières années une situation assez inédite, c'est que les États étaient en quelque sorte incités à s'endetter, puisque en fait il y avait des taux extrêmement faibles, parfois même des taux négatifs. Mais cette période est désormais révolue. Elle est d'autant plus révolue que nous avons un phénomène inflationniste qui est en train de se développer. Mais surtout, à côté de ce phénomène inflationniste, eh bien, se pose aussi la question du taux auquel eh bien, un État comme celui de la France est susceptible de s'endetter. Et donc, on s'est aperçu que non seulement ces taux étaient en train d'augmenter, c'est-à-dire que en fait, les emprunteurs potentiels, les financeurs potentiels sont dans une situation où ils mettent davantage la pression. Et il y a eu fin juin un moment où l'État était obligé de contracter donc, des OAT, pardon du terme, des obligations à terme. Et en réalité, pour se financer, en fait, ces obligations à terme ont été contractées au taux de l'inflation. Et d'ailleurs, avec un taux non pas fixe, mais un taux variable. Donc, ce qui est doublement inquiétant, c'est-à-dire qu'en fait, la signature de la France s'est trouvée quand même dégradée avec cela, parce que d'abord, c'est une indexation sur l'inflation, et on ne sait pas comment celle-ci est susceptible d'évoluer, et ça doit évidemment fortement nous inquiéter. Et puis ensuite, sans vouloir être trop technique, il y a, quand on aborde cette question évidemment de la dette et du financement de la dette, il faut avoir conscience qu'à l'intérieur de la zone euro, il y a des différences qu'on appelle techniquement le spread, c'est-à-dire que tous les États ne sont pas dans la même situation en termes de taux d'emprunt. Hein. Et en fait, le spread est à nouveau en train d'augmenter, et principalement, pour le dire très rapidement, entre les États du Sud et les États du Nord de l'Europe. Et on voit bien que ça aussi, ça doit être un sujet d'inquiétude, parce que pendant très longtemps, la France arrivait peu ou prou à emprunter au même taux que l'Allemagne. Et bien ça, c'est en train de s'inverser. Et d'ailleurs, on le voit très facilement. Pour que vous compreniez ce qui est en jeu, c'est que, évidemment, le taux d'endettement de l'Allemagne étant nettement inférieur à celui de la France, eh bien, aujourd'hui, la signature d'un État comme l'Allemagne reste supérieure à la France. Alors, tout de même, quelques chiffres pour qu'on repose un petit peu les bases. Parlons simplement du projet de loi de finances 2023. Et je vous rejoins pleinement dans vos propos, dans la mesure où, en fait, les chiffres parlent quelque part d'eux-mêmes, puisque nous avons un budget qui nous est proposé avec 155 milliards d'euros de déficit, avec une autre particularité entre le budget 2022 et le budget 2023, une augmentation de dépenses publiques de 62 milliards d'euros. Hein, donc on voit bien que l'augmentation est de plus en plus forte. Et puis surtout, nous avons désormais
une dette publique, je dis bien une dette publique, qui est de 3 000 milliards d'euros. Et donc, on atteint là aussi des sommes considérables. À tel point que l'on peut, je pense, sans exagérer, dire que nous sommes désormais dans une situation où il y a une véritable addiction à cette dépense publique et donc par voie de conséquence aussi à la dette. Et ça pose en fait un double problème, celui que je viens de mentionner à l'instant, celui de la souveraineté de notre pays, mais combiné à une deuxième problématique dont je pense M. Ecal parlera aussi assez longuement tout à l'heure, qui est celle de la soutenabilité. Parce que, évidemment, est-ce que tout cela reste encore soutenable? Sans vous abreuver de chiffres, tout de même, quelques éléments pour que vous perceviez les enjeux. En fait, nous avons, je dirais, plusieurs types de problèmes liés à la dette. Nous sommes évidemment réunis ce soir pour aborder la question de la dette publique, puisque ici au Parlement, nous débattons principalement évidemment de la dépense publique. Mais lorsque l'on regarde la question de la souveraineté dont je parlais il y a quelques instants, en fait, il faut regarder aussi ce qui se passe sur trois dettes, et il faut les cumuler. Ces trois dettes sont les suivantes, évidemment la dette publique, celle dont nous allons parler, mais il y en a une deuxième qui mérite aussi une attention toute particulière, qui est la dette des ménages, et puis il y en a une troisième, la dette des entreprises. Et en fait, quand vous faites par exemple une comparaison, vous apercevez que désormais la dette publique française, 3 000 milliards d'euros, ça représente pas loin de 115% du PIB. C'est-à-dire qu'il faut plus d'une année de création de richesse française pour couvrir simplement la dette publique. À cela vient s'ajouter une dette des ménages qui représente également 67,1% du PIB, et ensuite la dette des entreprises, qui désormais est de 167,3% du PIB. Et donc, quand vous faites la somme de ces trois dettes, vous arrivez pour la France à un niveau de dette qui est de 347,7%, pratiquement 350% du PIB. C'est-à-dire que si la France veut rembourser ses différentes dettes, la dette publique, la dette des ménages et la dette des entreprises, il faudrait 3,5 années de création de richesse pleine et entière, simplement pour rembourser cela. Pour vous donner un ordre d'idée, l'Allemagne, si vous faites le cumul de ces trois dettes, vous êtes à 200%. Hein. Nous sommes à 350%, là où les Allemands sont à 200%. Mais revenons-en à la dette publique. La dette publique pour l'Allemagne, elle est pas tout à fait, elle est un peu inférieure à 70%. Donc vous voyez, aujourd'hui, l'un des problèmes auxquels nous sommes confrontés, c'est qu'en termes de PIB, l'Allemagne a une dette publique qui est de 70% du PIB, là où côté français, on se rapproche de plus en plus des 120%. Et la dette des ménages en Allemagne est aussi inférieure à la dette en France, puisqu'elle est de 57,3% du PIB. Et la dette des entreprises est nettement inférieure. Et vous évoquiez tout à l'heure, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, la question évidemment de la part de Covid dans le développement de la dette. Les entreprises, notamment allemandes, se sont aussi endettées. Mais quand vous regardez le taux d'endettement des entreprises françaises en termes de, allemandes en termes de PIB allemand, ils sont à 73%, là où nous sommes désormais avec le PGE à 167,3%. Donc là aussi, on voit bien un écart presque du simple, enfin pas presque d'ailleurs, du simple au double, c'est-à-dire que nos entreprises françaises, désormais, sont nettement plus endettées que les entreprises allemandes, et donc ça pose aussi un problème de compétitivité de nos entreprises. Et comme nous le savons, le budget de l'État repose à la fois sur des dépenses, mais aussi des recettes. Lorsque la compétitivité économique est, elle aussi, en quelque sorte, mise en difficulté, cela est susceptible d'avoir des incidences sur l'évolution des recettes fiscales. Et donc, tout ça n'est pas très rassurant. Et on le voit bien, la terminologie qui a été employée par le président de la République au moment de la gestion de la Covid, avec cette fameuse formule « quoi qu'il en coûte », en réalité, comment dire, a en quelque sorte
installé l'idée qu'il y aurait, entre guillemets, vous me permettrez le terme, de l'argent magique. C'est-à-dire que, eh bien, il n'y aurait pas de difficulté puisque, quoi qu'il en coûte, eh bien, il faut assumer. Et on voit bien que d'autres pays autour de nous, et je pense plus particulièrement à l'Allemagne, on ne peut pas dire que les Allemands aient mis en difficulté leurs entreprises ou qu'elles n'aient pas pris à bras-le-corps la gestion de la crise, et on voit bien que sur les finances publiques, les incidences ne sont pas les mêmes du tout. Et comme vous le disiez fort pertinemment, ce qui a été extrêmement inquiétant, c'est de constater qu'entre 2017 et 2022, la dette publique a augmenté de 600 milliards d'euros et qu'en réalité, lorsque vous extrayez de ces, vous soustrayez de ces 600 milliards la part liée en fait à la gestion de la pandémie, vous apercevez que ça représente la moitié. Et donc, il y a quand même eu encore une augmentation de 300 milliards qui, en réalité, sont simplement liés à une non-maîtrise en fait, de la dépense publique. Et donc, c'est par exemple ce qui incite, je vous invite, si ça vous intéresse, à aller regarder à la fois un rapport qui a été rendu par la Banque de France au mois de mai de cette année et qui a donné lieu à une conférence du gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, devant le Haut Conseil des finances publiques en date du 10 mai 2022, où en fait la thématique est celle dont nous traitons également ce soir, celle de la soutenabilité de la dette française. Et en réalité, il indique qu'il y a deux aspects à ne pas négliger. Un aspect qui va préoccuper aussi, je dirais, les finances publiques dans les années à venir, qui est la hausse des taux. La hausse des taux est déjà présente et on le voit bien mécaniquement avec une hausse des taux, vous allez avoir évidemment une part des intérêts de la dette dans le budget de la nation qui va avoir tendance à augmenter. Et en réalité, une fois que vous avez un mécanisme de ce type-là, ça limite de plus en plus vos capacités d'action en termes de politique publique. Et puis ensuite, l'autre sujet, ce sont les règles européennes. Et quand je dis les règles européennes, je devrais plutôt dire le fait que désormais, nous ne respections absolument pas les règles européennes, puisque même ce fameux taux des 3% du PIB, une dette qui ne devrait pas être supérieure annuellement à 3% du PIB du pays a été dépassée. Et donc là aussi, on voit bien qu'il y a un travail à faire et principalement autour de cette question de l'augmentation à venir du coût de la dette qui va rendre les choses de plus en plus difficiles. Et donc, plus que jamais, l'enjeu, c'est comment développer une stratégie de désendettement qui soit réaliste et crédible. Et pour arriver à faire cela, il est clair qu'il faut se préoccuper d'une chose que l'on retrouve très souvent d'ailleurs dans les publications des contribuables associés, et vous faites œuvre utile en la matière, qui est la question de la qualité de la dépense publique. C'est un petit peu comme le cholestérol, il y a le bon cholestérol et le mauvais cholestérol. C'est-à-dire qu'en fait, lorsque vous faites de l'investissement, un investissement implique à un moment donné un possible retour sur investissement. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous êtes dans une démarche financière qui n'est pas simplement celle d'une dépense courante de fonctionnement. Et en fait, on voit bien que là où l'État a beaucoup de mal, c'est dans la maîtrise, je dirais, de la dépense courante qui n'est pas effectuée comme elle le devrait. Et c'est souvent là que, évidemment, il y a des débats, et c'est d'ailleurs, je tiens à rendre hommage aussi au travail de notre collègue Véronique Louwagie, qui est vice-présidente de la Commission des finances et qui, au titre des Républicains, a là aussi fait une proposition autour d'une démarche de sobriété bureaucratique pour, là aussi, aller chercher de la réduction de dépenses
tout en maintenant évidemment des politiques publiques qui puissent être efficaces. Voilà un certain nombre d'enjeux, mais comme vous l'avez indiqué, nous avons la chance d'avoir parmi nous ce soir François Eckhall, qui est vraiment l'expert en la matière. Sans tarder, je vais lui passer la parole et puis ensuite on se laissera évidemment du temps pour pouvoir échanger avec vous en fonction des questions que vous aurez. Donc, Monsieur Eckhall, je vous passe la parole. Merci, Monsieur Eckhall. Merci. Merci, Monsieur le Président, de vos bonnes paroles sur mon expertise et sur le site de FIPECO. Et puis merci à Contribuables Associés de m'avoir invité ce soir à répondre à la question: la dette publique française est-elle soutenable? Alors, je rappelle d'abord que la dette publique, c'est la dette de l'ensemble des administrations publiques, non seulement l'État, mais aussi les collectivités locales et la sécurité sociale. Par abus de langage, je ferai comme si c'était l'État. C'est un abus de langage limité parce que l'État emporte 80%. Après, la dette publique est-elle soutenable? Ça oblige à définir ce qu'on entend par soutenabilité. C'est moins évident parce qu'il n'y a pas de définition officielle de la soutenabilité de la dette. Alors je vais prendre la mienne. Ma définition de la soutenabilité, c'est que c'est une situation dans laquelle l'État est capable d'honorer les engagements qu'il prend lorsqu'il emprunte. Et ces engagements, c'est non seulement payer les intérêts de ces emprunts, mais aussi en rembourser le principal. Alors, éventuellement, en réempruntant, vous l'avez dit. Et dans le cas de la France depuis 50 ans, c'est toujours en réempruntant. La France n'est pas le seul pays dans ce cas. Mais, et donc c'est une question très importante. Pourquoi? Parce que si les créanciers de l'État considèrent que sa dette n'est pas soutenable, eh bien, ça veut dire pour eux qu'il y a une probabilité non nulle pour qu'ils ne soient pas remboursés. Et dans ce cas, ils peuvent s'inquiéter et augmenter les taux d'intérêt en y intégrant une prime de risque, parce qu'ils prennent un risque de plus en plus élevé, ce qui ne fait qu'aggraver le problème. Et si ça aggrave le problème, d'autres créanciers qui n'avaient peut-être pas peur se mettent tout d'un coup eux aussi à s'inquiéter, à demander eux aussi une prime de risque de plus en plus élevée. Donc on arrive dans un phénomène auto-entretenu, auto-réalisateur de panique qui peut conduire en effet, on l'a dit, c'est arrivé dans l'histoire, à des défauts de paiement. Alors, en général, les pays de l'OCDE, les grands pays ne vont pas jusqu'au défaut, même d'ailleurs les pays en développement ne vont pas jusqu'au défaut de paiement. Avant le défaut de paiement, ils font comme une entreprise lorsque elle en approche, elle va voir ses créanciers et leur dit écoutez, on discute. On discute parce que si jamais je ne rembourse plus, vous ne récupérez plus rien. Donc pour vous, ça ne sera pas terrible non plus. Donc on discute, les pays discutent avec un médiateur qui est historiquement le FMI, mais en général on aboutit à des solutions dans lesquelles chacun perd. Les créanciers sont obligés de restructurer une partie de leurs créances, ils perdent en fait, et l'État concerné est obligé de mettre en place un plan de redressement de ses comptes publics qui en général est assez douloureux et qui en tout cas est imposé de l'extérieur. Donc il y a effectivement derrière un vrai problème de souveraineté. Bon. Donc il ne faut pas arriver dans cette situation. Et donc, est-ce que la dette publique française pourrait se retrouver dans cette situation? Je vais répondre en deux parties. La première, je vais montrer que la dette publique française ne serait pas soutenable si la Banque Centrale Européenne n'était pas là pour la soutenir. Et dans un deuxième temps, que même si en théorie le soutien de la BCE peut être illimité, les pays du sud de l'Europe, dont la France fait partie, ne devraient pas considérer, ce serait peu prudent de considérer qu'elle les soutiendra indéfiniment. Et dans ces conditions-là, notre dette risque de ne pas être soutenable éternellement. Alors, la dette publique française n'est pas soutenable dans un univers où il n'y a pas de banque centrale pour la soutenir. La question que se sont posées les économistes depuis très longtemps, c'est quelles sont les conditions en pratique de soutenabilité de la dette? Est-ce qu'il y a
un seuil d'endettement au-delà duquel, ce que je viens de dire, c'est-à-dire tout d'un coup les créanciers se mettent à avoir peur, on a un phénomène auto-réalisateur de crise, à partir de quand est-ce que ça arrive? À partir de quel niveau de dette? Alors de dette non pas en euros, mais rapportée au PIB. Alors pourquoi rapporter la dette au produit intérieur brut? Parce qu'en fait, le produit intérieur brut, c'est ce que nous produisons chaque année, mais c'est aussi comptablement la somme des revenus. Et les revenus, contribuables associés, c'est là-dessus qu'on prélève les impôts et les cotisations sociales. Donc le PIB, c'est aussi une forme, une approximation de l'assiette des prélèvements obligatoires. Et pour les créanciers d'un État, finalement, c'est le gage ultime. C'est la possibilité de lever des impôts et des cotisations sociales pour rembourser la dette. Et si cette assiette, elle augmente, si le PIB augmente, on peut augmenter plus. De même qu'une entreprise, si son chiffre d'affaires augmente, elle peut s'endetter plus. Voilà. Et donc les économistes regardent en fait ce rapport de la dette publique au PIB. Et donc se sont demandé à partir de quel moment ce rapport devient-il non soutenable. Alors il y a eu des tas d'études, il y a eu des chiffres qui ont été avancés parfois dans le passé, 90% du PIB, bon, nous les avons franchis allègrement sans aucun problème. En fait, il n'y a pas de chiffres. Il n'y a pas de chiffres parce que en réalité, la soutenabilité de la dette dépend de considérations qui sont de facteurs qui sont spécifiques à chaque pays et à chaque période. De facteurs qui parfois sont très qualitatifs et donc ne sont pas mesurables par les économistes, comme la crédibilité de la politique publique. Un État, c'est comme un ménage, une entreprise vis-à-vis de son banquier. Si on arrive à lui raconter que tout va bien, et qu'il n'y a pas de problème, qu'on peut s'endetter beaucoup plus et que tout va rouler, voilà, il n'y a pas de problème. Donc ça dépend de la crédibilité. Ça dépend aussi, et vous l'avez, par exemple, vous avez noté tout à l'heure, le cas du Japon. Le Japon n'a aucun problème de financement de sa dette, qui a plus de 200% du PIB depuis plus de 10 ans, alors que l'Espagne, par exemple, a eu des problèmes majeurs en 2011-2012, avec une dette publique qui était à l'époque autour de 60% du PIB. Et la différence essentielle entre le Japon et l'Espagne, vous l'avez évoqué, c'est que le Japon a une capacité d'épargne tellement importante que ça lui permet de financer non seulement le déficit de l'État japonais, mais aussi le déficit américain, le déficit d'un tas d'autres pays. Et globalement, le Japon est en situation, a des créances vis-à-vis du reste du monde, d'énormes créances sur le reste du monde. L'Espagne était toujours d'ailleurs dans la situation inverse. C'est-à-dire que l'Espagne est dans une situation où elle est endettée, très fortement endettée vis-à-vis du reste du monde. Ça, c'est le résultat, dans le cas du Japon, c'est le résultat de ses excédents de sa balance des paiements courants, et dans le cas d'Espagne, c'est le résultat d'accumulation de déficit de sa balance des paiements courants. Et ça, c'est un facteur essentiel. Mais il y en a des tas d'autres qui font que, suivant les pays, la crise, elle pourra arriver à 60% du PIB, 90, 100, 100, 150, 200, on ne sait pas bien. La seule chose que les économistes peuvent dire, et qu'ils disent, c'est qu'une condition nécessaire de soutenabilité de la dette, c'est que l'État soit capable de contrôler en fait sa dette publique et en pratique de stabiliser ce fameux ratio dette publique sur PIB. Alors, de le stabiliser dans des conditions normales, les économistes diront, et je suis d'accord pour dire qu'en période de crise ou de récession, la dette publique doit augmenter. Il ne faut pas essayer de la stabiliser à ce moment-là. Donc en dehors des périodes de crise et de récession, il faut arriver à stabiliser ce ratio pour montrer qu'il est sous contrôle. Et donc les économistes ont longtemps, ça fait toute une littérature sur la politique budgétaire, est consacrée aux conditions de stabilisation de la dette publique en pourcentage du PIB. Et là, on tombe sur des controverses bien connues. Il y a une petite formule mathématico-comptable qui permet de montrer que pour stabiliser la dette publique à un certain pourcentage du PIB, il faut dégager un solde primaire, c'est-à-dire un solde hors charge d'intérêt, qui va dépendre de deux facteurs et deux paramètres essentiels, le taux d'intérêt de la dette et le taux de croissance du PIB, le taux de croissance du PIB en valeur, pas le taux de croissance en volume dont on parle souvent quand on dit la croissance est de 1%, 2%, mais le taux de croissance, y compris les prix, y compris l'effet sur les prix en euros.
Et alors là, on a deux cas de figure. Le premier cas de figure, le plus simple, finalement, c'est lorsque le taux d'intérêt de la dette est supérieur au taux de croissance du produit intérieur brut. Là, c'est très simple, parce qu'à ce moment-là, on voit qu'il faut dégager un excédent primaire, et un excédent primaire qui est d'autant plus important que la dette est élevée. Donc là, la leçon de politique économique, elle est très simple. Plus votre dette est élevée, plus ça va être difficile de l'arrêter. Parce que plus elle est élevée, plus il va falloir dégager un excédent primaire important. Donc, vous n'avez pas intérêt à trop attendre. Voilà. Il faut mieux la stabiliser avant que d'avoir à dégager un excédent primaire qui sera peut-être impossible à dégager parce qu'on ne va pas augmenter les impôts indéfiniment ou réduire les dépenses publiques indéfiniment. Il y a un moment où il y a probablement une limite. Donc ça, c'était le cas simple qui était considéré comme le cas standard, en fait, jusqu'à il y a 3-4 ans, jusqu'à ce que Olivier Blanchard montre qu'en fait, ce n'était pas du tout le cas standard à partir des États-Unis, en fait, du cas américain, et en fait, on voit que c'est quand même assez souvent le cas dans beaucoup d'autres pays. Il arrive très souvent que le taux d'intérêt de la dette soit inférieur au taux de croissance du produit intérieur brut. Et beaucoup d'économistes vous diront, et ça, c'est une situation qui risque de devenir la norme, pour des tas de raisons que je ne vais pas développer, mais voilà, depuis 2 ou 3 ans, 4 ans, on a cette idée que ça n'est plus forcément la norme, et à ce moment-là, le problème de la soutenabilité devient très différent. Très différent, parce qu'à ce moment-là, vous pouvez montrer qu'avec n'importe quel déficit primaire, même à 10% du PIB, si vous maintenez ce déficit primaire constant jusqu'à la fin des temps, vous arriverez toujours à stabiliser la dette. Donc, vous aurez toujours, votre dette publique sera toujours soutenable. Donc un certain nombre d'économistes nous disent, mais il n'y a plus de problème. Il n'y a plus de problème de soutenabilité de la dette. Elle sera toujours soutenable. Vous arriverez toujours à la stabiliser. J'y vois quand même trois contre-arguments. Je ne suis pas convaincu pour 3 raisons. La première raison, c'est que, oui, si vous avez un déficit primaire de 10% et que vous maintenez à 10%, vous allez peut-être stabiliser la dette, mais peut-être à 600% du PIB. Avant d'arriver à 600% du PIB, vous allez peut-être avoir des problèmes. Vos créanciers vont peut-être s'inquiéter avant d'y arriver. Donc c'est une condition, la stabilisation de la dette, c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Encore faut-il la stabiliser à un niveau quand même qui ne soit pas trop élevé. Premier. Ensuite, quand les économistes nous disent aujourd'hui la norme, c'est plutôt que le taux d'intérêt de la dette soit inférieur au taux de croissance du PIB, c'est pas évident. Aucun ne mettra sa main au feu que ça durera jusqu'à la fin des temps. En 2020 d'ailleurs, c'était l'inverse. En 2020, le produit intérieur brut s'est cassé la figure, le taux d'intérêt de la dette est resté, voilà, il ne bouge pas trop beaucoup, en fait, il est assez inerte. Il est resté dans un pays comme la France, c'est le taux moyen de la dette, donc il reste autour de 1%, parce que là-dedans, il y a tout le taux de toutes les vieilles dettes qu'on a empruntes, voilà, tous les anciens emprunts, etc. Donc en 2020, le taux de croissance du PIB était nettement inférieur, et donc la dette a explosé. En revanche, c'est vrai qu'aujourd'hui, le taux d'intérêt de la dette, même s'il a beaucoup augmenté, l'inflation a beaucoup plus augmenté encore. Et donc, en fait, aujourd'hui, on est quand même encore dans une situation, dans cette situation nouvelle, dans laquelle le taux d'intérêt de la dette est inférieur au taux de croissance du PIB. Voilà, donc c'est pas... Mais ça ne durera peut-être pas éternellement. Ça, c'est le deuxième argument, peut-être pas éternel. Troisième argument, qui pour moi est plus important. Lorsque les économistes vous disent ça, en fait, ce qu'ils vous disent, c'est si vous maintenez le déficit primaire à un certain niveau indéfiniment, à 4% du PIB, 6% du PIB, n'importe lequel, mais si vous le maintenez à ce niveau indéfiniment, en effet, vous allez arriver à stabiliser la dette. C'est mathématico-comptable. Le problème, c'est que le déficit public, il peut augmenter. Pour arriver à le stabiliser, pas du tout évident. C'est pas du tout évident. Et c'est là où je dis que moi, que pour le moment, la trajectoire de la dette française n'est pas soutenable. Et pour ça, je pense qu'il suffit de faire un graphique très simple. Vous mettez sur un graphique le déficit public en pourcentage du PIB ou le déficit primaire, d'ailleurs c'est pareil, ils évoluent exactement de la même façon. Depuis, je fais ce graphique en général depuis le début de la Ve République, depuis 1958. Ben, vous allez voir qu'il est sur une tendance croissante. Alors, il oscille. Dans les périodes de crise, évidemment, le déficit augmente, puis ensuite, il diminue, quand ça va mieux, mais il ne revient jamais jusqu'à la situation initiale, et après, il repart encore plus haut. Et donc, il est sur une tendance croissante. Donc,
ce genre de situation où le déficit public est en permanence, de manière structurelle, disons au-delà des cycles, etc., et sur une tendance croissante, la dette publique, elle aussi, est sur une tendance croissante. Donc en fait, elle explose. Elle est pour le moment sur une trajectoire explosive. Alors ça, c'est sur le passé. Pour l'avenir, vous avez parlé du projet de loi de finances. Il y a un projet de loi de programmation des finances publiques, donc qui nous donne des idées sur ce qu'entend le gouvernement à l'horizon de 2027. Et en fait, on voit que dans ce projet de loi de programmation, on prévoit seulement que la dette publique revienne soit encore en 2027 au quasiment au même niveau qu'en 2021 en fait. On arrive tout juste à la stabiliser. Et comment on la stabilise-t-on? On la stabilise avec des hypothèses de croissance qui sont assez optimistes. C'est le Haut Conseil des finances publiques qui l'a dit. Bon, il y a des baisses de prélèvements obligatoires, ce qui a été prévu, voilà, la suppression de la CVAE, etc. Mais surtout, la condition essentielle, c'est une croissance des dépenses publiques qui en fait est très faible, qui est en euros constants en volume, en moyenne d'à peu près 0,7% par an. Bon, 0,7%, on dirait que c'est beaucoup, c'est plus que zéro, mais en fait, et c'est à peu près ce qu'on a fait finalement dans les années 2011 à 2019. Mais on a fait ça dans les années 2011-2019, d'abord à une période où la charge d'intérêt elle baissait. Là, on va quand même se retrouver dans une période où même si le taux d'intérêt est encore inférieur à l'inflation, la charge d'intérêt, elle va remonter. Elle va remonter. Donc, c'est pas exactement pareil. Et puis, dans les années 2011-2019, on a fait des réformes. Il y a eu une réforme des retraites qui a joué en fait pendant 8 ans, puisqu'on a remonté l'âge minimal d'un trimestre par an. 2 ans, ça a duré 8 ans, donc ça a eu des effets sur toute la décennie. On a eu par exemple un gel du point de la fonction publique pendant quasiment 10 ans. On a eu des dépenses de santé l'Ondam dont le taux de croissance chaque année était de 2 à 2,5% par an. C'est très faible. On a eu, sous François Hollande, une baisse des dotations de l'État aux collectivités locales de 12 à 14 milliards d'euros, qui a eu des effets. Les collectivités locales ont été obligées d'abord de couper un peu dans leurs investissements, mais ensuite aussi dans leurs dépenses de fonctionnement. Pour la première fois en 2015-2016, l'emploi public local a baissé. Ça n'était jamais arrivé. Ça a eu des effets. Donc tout ça a eu des effets. Donc en fait, ce qui est implicite dans ce projet de loi de programmation, c'est qu'on recommence la même chose. Je pense qu'on n'y arrivera pas. je pense que personne n'y arrivera, en fait. Parce que, vous en avez parlé tout à l'heure du quoi qu'il en coûte. Le quoi qu'il en coûte, pour moi, était nécessaire. Mais je reconnais que ça induit l'idée, dans l'esprit de beaucoup de gens, que finalement, la dépense publique est illimitée, que la dette publique est illimitée. C'était nécessaire, il fallait le faire. Mais aujourd'hui, nous ne sommes plus dans la situation des années, de la décennie précédente. Donc je pense que ces réformes, nous ne le ferons pas. Nous ne le ferons pas. Donc la dette publique continuera sur une trajectoire non soutenable, sauf que heureusement, la BCE est là. Voilà. Donc heureusement, pour le moment, ça se passe très bien. Et donc la question est de savoir, est-ce que ça va continuer à se passer très bien longtemps? Ça se passe très bien, parce qu'aujourd'hui, en fait, la France n'a aucun problème pour s'endetter. En effet, un critère majeur, c'est qui est en fait la mesure de la prime de risque, c'est ce fameux spread entre le taux d'intérêt des OAT françaises et le taux d'intérêt allemand. Depuis quasiment les débuts de la zone euro, il est autour de 50 points de base. J'ai encore regardé ce matin, il est toujours à 50 points de base. Ça ne change pas. Il y a eu des moments au début de l'année dernière, où c'est monté à 60, 70, puis c'est revenu. Enfin voilà, il n'y a pas de problème de financement, mais il n'y a pas de problème de financement parce que la BCE est là pour acheter des titres de la dette publique. Aujourd'hui, la BCE, la Banque de France, pour le compte de la BCE, détient à peu près sans doute entre 20 et 25% de la dette publique française. Donc en fait, c'est à peu près comme si depuis 10 ans, toute les nouvelles dettes émises par la France étaient achetées par la BCE. Et si la BCE continue comme ça,
Si elle reprête à chaque fois que les obligations de l'OAT arrivent à échéance, la BCE reprête, il n'y a aucun problème. On continue, voilà, on fait rouler notre dette éternellement et il n'y a plus aucune difficulté. Donc, mais est-ce qu'on peut raisonnablement considérer que ça va continuer comme ça indéfiniment? Non. D'abord, première raison, vous l'avez vu ces derniers temps, la BCE arrête cette politique parce que l'inflation est repartie. Le problème, c'est l'inflation est repartie et donc la BCE fait deux choses. Comme toutes les autres banques centrales, elle remonte ses taux et ce qui, pour moi d'ailleurs, est encore plus important que la remontée des taux, c'est qu'elle arrête d'acheter des titres publics, des obligations des pays de la zone euro, comme de la même façon que la Banque d'Angleterre le fait, ou la Fédérale Réserve américaine, etc. La BCE d'ailleurs ne va pas aussi loin que la Fed américaine. La Fed réduit son bilan. La BCE dit je n'augmente pas plus, je ne rachète pas plus de titres publics, mais ceux qui arrivent à échéance, je reprête à l'État concerné pour finalement maintenir au même niveau mon stock de titres publics. Donc je fais rouler quand même la dette, mais je n'augmente pas plus mon stock de titres publics. Donc dans ces conditions-là, les États doivent, pour financer leur déficit, de la zone euro, doivent revenir sur les marchés financiers. Donc la question se repose exactement comme avant. Il va falloir retrouver la confiance, ou en tout cas garder, dans le cas de la France, garder la confiance des marchés financiers et qu'ils n'aient pas peur. Et si nous sommes sur une trajectoire non soutenable, ils vont peut-être finir par s'en rendre compte et avoir peur. Question, c'est si jamais les marchés ont peur, que va faire la BCE? Il y a une réponse. La première réponse, elle a été apportée par Mario Draghi en 2012. C'est-à-dire, on interviendra whatever it takes, quoi qu'il en coûte. Il faudrait presque traduire. Ce qui se traduit concrètement par un programme de la BCE qui existe, qui n'a jamais été utilisé mais qui existe, qui s'appelle le programme OMT, qui permet à la BCE d'intervenir pour des quantités illimitées d'achat de titres publics d'un État de la zone euro en difficulté. Problème, pour mettre en œuvre ce programme, il faut que l'État considéré ait passé un accord avec le mécanisme européen de stabilité, qui est une espèce de FMI européen qu'on a créé en 2012, et un accord avec le MES, c'est un accord dans lequel le pays en question accepte des mesures de redressement de ses comptes publics. En mars 2020, au début de la crise sanitaire, d'une part, Christine Lagarde a eu une phrase malheureuse sur le fait que la BCE n'était pas là pour supprimer tous les spreads et toutes les primes de risque. Et d'autre part, l'Italie, le gouvernement italien a expliqué que jamais il ne passerait un accord avec le MES, que c'était hors de question. Donc on risquait de se retrouver dans une situation en fait, extrêmement dangereuse où les marchés allaient tout d'un coup s'inquiéter pour l'Italie et attaquer l'Italie. La réponse a été un gigantesque programme de pandémique stratégie, je ne sais plus comment il s'appelle d'ailleurs, de quelques centaines de milliards d'euros de rachat de titres publics au nom de la pandémie. Bon. Ce programme, ça y est, il est arrivé à sa fin en mars dernier et donc la BCE aujourd'hui dit c'est fini, je n'achète plus. La BCE, quand elle a dit ça au printemps dernier, s'est reposé la question, dit mais compte tenu de la fragilité de certains pays de la zone euro, dont la dette n'est pas vraiment totalement soutenable, l'Italie, peut-être la France, etc., il faut quand même que je prévoie autre chose. Les Italiens nous ont dit qu'il n'était pas question de signer un accord avec le MES, et donc la BCE a trouvé autre chose. C'est autre chose. Ça a été présenté, c'est un instrument qui a été présenté en juillet dernier, au même moment que les décisions de hausse des taux directeurs. Et cette autre chose, ça s'appelle un dispositif anti-fragmentation de la zone euro. On aurait pu l'appeler un dispositif anti-explosion de la zone euro d'ailleurs, parce que ça aurait été plus voyant. Et ce dispositif anti-fragmentation, c'est le même en fait que l'OMT, c'est-à-dire que ça permet d'acheter en quantité illimitée des titres publics, sauf que on ne parle plus du mécanisme européen de stabilité. Les critères pour que ce dispositif puisse être actionné, c'est d'une part que le pays en question respecte les règles budgétaires européennes. Bon,
En fait, la Commission européenne a toujours trouvé qu'on les respectait, puisqu'on personne n'a jamais été sanctionné. Donc je pense que ça, c'est assez facile, enfin, sur le papier, évidemment. Et la deuxième condition, c'est que la dette publique de ce pays soit soutenable, et c'est la BCE qui va apprécier elle-même cette soutenabilité. C'est la première fois que la BCE se met à faire de la politique budgétaire, d'une certaine façon, à apprécier la politique budgétaire des États. Et donc la question qui se pose maintenant, c'est si jamais il y a une crise, qu'est-ce que va faire la BCE en pratique? Personne n'en sait rien. Comment la BCE va-t-elle apprécier la soutenabilité de la dette de l'Italie, de la France, si jamais il y a une crise? Le risque, c'est qu'elle dise, finalement, c'est pas soutenable, et donc je n'interviens pas. Je pense que les marchés ont en tête, et je pense qu'ils n'ont pas tort, politiquement, la BCE, enfin pour des raisons, parce que la BCE ne prendra jamais la responsabilité politique de laisser un pays de la zone euro faire défaut, surtout si c'est l'Italie ou la France, je pense que la BCE interviendra toujours. Ça se passera dans des conditions difficiles, dans les mêmes conditions qu'au Royaume-Uni il y a 4 semaines, c'est-à-dire que face à un programme que les marchés considéreront comme non soutenable, la BCE sera obligée d'intervenir, comme la Banque d'Angleterre est intervenue, mais en expliquant à l'État considéré qu'il ferait bien d'arrêter et de changer de programme, etc. Ce qui a eu les effets qu'on connaît sur le Royaume-Uni, démission du gouvernement et changement de programme. Mais je pense que même si le pays en question ne fait pas ça, je pense que la BCE, et je pense que beaucoup de gens sur les marchés en sont convaincus, qu'elle finira quand même, elle jouera l'épreuve de force, mais elle finira quand même par intervenir parce qu'elle ne peut pas prendre cette responsabilité. Et dans ces cas-là, à ce moment-là, si c'est vrai, si tout le monde pense ça, tout est possible. Les dettes publiques peuvent augmenter indéfiniment, la BCE sera toujours là. Et donc je pense que le risque ultime, dans le cas de la zone euro, il est politique. Il est qu'un jour, dans un pays du nord de l'Europe, un parti populiste, comme vous voulez l'appeler comme vous voulez, arrive au gouvernement sur le thème « on en a assez de payer pour les pays du Sud ». Et ce pays-là sortira de la zone euro. Et donc moi je ne crois pas du tout, je pense que les pays du Sud ont compris qu'ils n'avaient plus aucun intérêt à sortir de la zone euro, ni l'Italie, ni la France, ni la Grèce est restée, voilà. Mais en revanche, je crains qu'un jour un pays du Nord sorte. Alors ce jour-là, la monnaie de ce pays, le florin, s'appréciera, les autres monnaies se déprécieront, mais si vous allez poser la question à des économistes hollandais, allemands, etc., ils nous diront toujours que l'appréciation, contrairement à ce que pensent les économistes français, l'appréciation d'une monnaie, c'est très bien. C'est très bien, c'est le signe que les choses vont bien, que ça permet de faire gagner du pouvoir d'achat, et donc c'est une très bonne chose. Donc je pense que le risque ultime, en fait, dans la zone euro, c'est l'explosion de la zone euro par une sortie de pays du Nord. Et c'est pour cette raison que je pense que fondamentalement, il faut garder notre dette publique soutenable, c'est-à-dire qu'il faut arriver à montrer qu'elle est sous contrôle et donc arriver à la stabiliser tout en admettant que ça va être très dur. Merci beaucoup, Monsieur Ekal, pour cet éclairage puissant. On lance les questions-réponses. La salle, Madame Dallot. Oui. Merci. Il n'y a pas de micro. Si, il y a un micro. Moi, j'aurais une question, monsieur, sur la notion de soutenabilité de la dette française. Je mettrai en avant 4 critères. Vous allez me dire si ces 4 critères-là sont suffisants, excessifs, ou s'il faut en rajouter d'autres. Premier critère, c'est le niveau d'encours de notre dette, c'est-à-dire c'est le stock de dette. Deuxième critère, force est de constater qu'en France, l'encours est quand même très important. On est d'accord? Deuxième critère, c'est les nouvelles inscriptions. En 2023, c'est la première fois qu'on va emprunter 200 milliards sur les marchés financiers, qui est à la fois notre déficit à financer, mais le stock qui arrive à échéance de 10 ans, enfin d'il y a 10 ans. Troisième critère que je mets en avant, c'est les réformes structurelles. Ça fait des années qu'on ne respecte pas la trajectoire européenne, qu'on s'en écarte, parce que la Commission européenne nous demande des efforts structurels, des efforts de structure, des réformes structurelles, et que la France n'en a pas fait depuis un moment. La réforme des retraites, elle est repoussée au calendrier grec à chaque fois. Et le quatrième critère que je mettrais, et c'est peut-être celui qui va susciter beaucoup de débats dans l'avenir, c'est le taux d'intérêt. Aujourd'hui, on connaît, il est à 2,5, mais il est déjà plus à 2,5, il est au-delà de 2,5, il est à 2,7, voire 3. Et jusqu'à quel niveau vous estimez qu'il est soutenable pour l'économie française et pour le budget français, et à quel niveau il ne deviendra pas soutenable? Voilà.
Sur la notion de soutenabilité, est-ce qu'il y a des critères qui vous semblent manquer dans mon analyse? Il y a beaucoup de critères qui sont très pertinents. L'encours de la dette, oui, bien sûr. La seule nuance que je mets, c'est que l'encours de la dette en euros ou en quelques monnaies, il dépend de la taille du pays. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure, il faut rapporter à quelque chose qui est représentatif. Comme je dis, le PIB, c'est ce qu'on prend d'habitude, qui est représentatif à la fois de la taille du pays et de la capacité, comme je disais, à lever des prélèvements obligatoires. Donc le ratio dette sur PIB, oui, bien sûr, c'est le critère essentiel. Mais il ne suffit pas. Hein, comme il dit, le Japon, voilà, il y a le Japon, comme vous l'avez dit, vit très bien avec une dette supérieure à 200% du PIB. Donc, voilà. C'est la dette intérieure. Alors, le dette intérieure. Alors, il y a un critère en effet qui est aussi important, c'est l'endettement vis-à-vis de l'extérieur. Hein. La caractéristique, je disais tout à l'heure, la différence entre le Japon et l'Espagne, c'était l'endettement extérieur. De ce point de vue-là, la France n'est pas très bien placée. Globalement, si on prend l'ensemble des dettes des agents privés, hein, comme vous l'avez fait tout à l'heure, mais qu'on regarde, qu'on la consolide et qu'on regarde ce qui est finalement est dû au reste du monde, on s'aperçoit que nous sommes endettés vis-à-vis du reste du monde. Alors, ce n'est pas encore catastrophique, c'est à peu près 30% du PIB. C'est beaucoup moins que l'Espagne, qui doit être à 70, mais ça augmente. Ça augmente parce que c'est l'accumulation des déficits, enfin, en fait, des déficits des paiements courants, de la balance des paiements. Donc, chaque fois qu'on a un déficit des paiements courants, on augmente notre endettement vis-à-vis du reste du monde. Donc, ce critère-là, il faut aussi effectivement regarder ce critère. Après, pour revenir à l'encours de la dette, je pense que ce qui est... Donc on ne sait pas très bien quel est le niveau maximal, etc. C'est pour ça que je dis, en général les économistes disent, ce qui est le plus important, c'est plus que le niveau, c'est l'évolution. C'est la capacité à montrer que ça n'augmente pas. Et là, ça renvoie à votre autre critère, qui est les réformes structurelles. Je disais, pour que ça n'augmente pas, parce que spontanément, le déficit public il va augmenter, pour que ça n'augmente pas, il faut être capable de maîtriser le déficit public, donc les dépenses publiques, et ça, on ne peut le faire, en effet, si on veut par ailleurs, je dirais, répondre à certains besoins nouveaux, les besoins en matière d'investissement pour la transition climatique, etc. Sur les autres dépenses, il faut faire des efforts, donc des réformes. Vous avez raison, oui. En fait, les réformes structurelles, c'est la possibilité de faire ces réformes, c'est un critère essentiel. Sur la charge d'intérêt, je suis plus réservé. Moi, il y a 2-3 ans, quand tous les économistes étaient en train de nous dire, vous voyez, la charge d'intérêt, elle est en train de baisser. Bientôt, si les taux d'intérêt restent au niveau où ils étaient il y a 3 ans, bientôt, il n'y aura plus de charge d'intérêt. Je leur disais, attendez, attention. Quand vous empruntez, non seulement vous devez payer des intérêts, mais vous devez rembourser le principal. Et quand les taux d'intérêt sont nuls, et même si les taux d'intérêt sont nuls, le principal, il reste. Et donc, vous devez garder la possibilité de continuer à réemprunter pour rembourser votre principal si vous êtes toujours en déficit. Et donc, j'ai toujours dit, attention, c'est ça le plus important. Et donc, ne vous polarisez pas sur la charge d'intérêt. À la limite, si votre charge d'intérêt est très élevée et que vous pouvez emprunter, vous empruntez pour financer la charge d'intérêt comme les autres dépenses. Hein. C'est une dépense comme une autre. Donc, je ne vais pas me contredire par rapport à ce que je disais il y a 3 ans, quand on était dans une situation inverse, où les taux d'intérêt baissaient et où tout le monde disait, regardez, la charge d'intérêt va être nulle, c'est très bien, il n'y a plus aucun problème. C'est pas... Non. Même si les taux d'intérêt restent nuls, etc., le déficit public peut augmenter, et si le déficit public augmente en permanence en pourcentage du PIB, comme c'est le cas en France, la dette publique va exploser, même avec un taux d'intérêt nul. Alors, si le taux d'intérêt est plus élevé, le problème est plus difficile, mais voilà, j'ai tendance à ne pas faire de la charge d'intérêt un critère fondamental. Monsieur, oui, monsieur Signori. Oui, tout d'abord, merci pour la clarté de vos explications. Moi, j'avais 2-3 questions, mais Marie-Christine Daouz m'a devancé, notamment sur le stock de la dette. Je voulais connaître quel était le montant de la dette au niveau de notre pays. Je voulais savoir aussi, au jour d'aujourd'hui, on va emprunter plus de 200 milliards pour équilibrer le budget de notre pays. Donc, on va faire encore 200 milliards de dettes, d'accord ? Et comme disait Marie-Christine, aujourd'hui, avec la réforme des retraites,
ça va être encore une explication à donner, et puis à économiser, hein, notamment entre celles et ceux, on a trois possibilités, soit augmenter les durées des trimestres pour équilibrer, soit on augmente les cotisations retraite des actifs, soit on gèle les retraites ou on les stabilise. Donc, inutile de vous dire qu'il n'en est pas question. Ce qui compte aujourd'hui, c'est de prévoir une augmentation des durées de retraite pour pouvoir équilibrer les actifs par rapport à nos retraités. Par contre, on est un pays où on se dit qu'on est l'une des plus grandes puissances mondiales. On fait partie des 5 ou 6 pays les plus puissants au monde. Et quand je vois qu'en Europe, on fait partie des pays les plus endettés, avec l'Espagne, le Portugal, la Grèce, l'endettement peut courir, effectivement, mais la BCE, jusqu'à quand elle va pouvoir aborder les besoins du pays. Et puis moi, j'ai beaucoup de chefs d'entreprise qui sont inquiets de se dire demain que vaut la monnaie européenne par rapport au dollar, par rapport au franc suisse, par rapport à la livre. Comment, au niveau concurrentiel, ceux qui exportent ou même ceux qui importent se disent maintenant 1 euro, maintenant le dollar et l'euro c'est 1 pour 1. Est-ce que vous pensez que demain l'euro va gagner du terrain sur le dollar? Non, mais je pose la question. Je pose la question parce que... D'abord sur le constat des encours de dette, etc. Donc là, la dette, en effet, elle approche les 3 000 milliards d'euros en France. À la fin de 2021, c'était encore dans les 2850, etc. Donc ça faisait un peu moins de 13% de produit intérieur, de 113% du produit intérieur brut. Par rapport aux autres pays, moi ce que je dis souvent aussi d'ailleurs pour montrer le risque de la zone euro, c'est que dans la zone euro à fin 2021, sur les 19 pays, vous en aviez 7 qui avaient une dette supérieure à 105% du PIB, dont la France. Ces 7 pays sont tous au sud, sauf la Belgique. La Belgique aussi. Les 12 autres avaient une dette inférieure à 85% du PIB. Il y a un écart de 20 points. Ils sont tous au nord, sauf Malte. Et dans ces pays qui sont au nord, l'Allemagne en effet était à un peu moins de 70%. Il y en a, sur les 12, il y en a 5 ou 6 qui étaient déjà en dessous du critère de 60% du traité de Maastricht, dont les Hollandais, dont les Pays-Bas. Pas un pays négligeable. Donc la situation, c'est ça. C'est déjà une fragmentation de la zone euro en termes d'encours de dette qui, pour moi, est très dangereuse pour l'avenir. Très, très dangereuse. Et ça ne fait que s'accentuer. La dette publique française par rapport à la dette allemande, jusqu'à 2010, nos dettes publiques étaient identiques. Depuis le début de la zone euro jusqu'à 2010, elles ont évolué exactement de la même façon. Et à partir de 2010, voilà, ça s'est écarté, c'est le grand ciseau, la grande divergence entre la France et l'Allemagne. Donc ça, c'est très inquiétant. Pour revenir, pour ce qui est de l'euro, alors la valeur de l'euro, enfin la parité de l'euro, elle dépend de tas de facteurs. Hein, elle dépend mais pour répondre à votre question, je crains que la baisse de la valeur de l'euro ne continue. Pas seulement pour des raisons liées aux dettes publiques. Alors, il y a probablement, parce que les marchés n'ont pas, enfin, ce risque que moi je vois pour la zone euro, heureusement, les marchés ne semblent pas l'avoir encore trop perçu. Après, il y a des gens sur les marchés du côté des pays anglo-saxons qui n'ont jamais cru à la zone euro. On dit de toute façon, ça finit, voilà, cette histoire finira mal, on le dit depuis le début, mais je n'ai pas l'impression qu'ils soient plus nombreux et donc je ne suis pas sûr que ça joue pour le moment beaucoup. En revanche, ce qui joue beaucoup, c'est que la balance des paiements de l'ensemble de la zone euro, qui était très excédentaire jusqu'à présent grâce à l'Allemagne et aux Pays-Bas, commence à devenir déficitaire et donc on commence la zone euro voit ses créances sur le reste du monde, va se retrouver bientôt en situation débitrice, et ça, pas sûr que ça change très vite, parce que ça, c'est lié à nos problèmes de dépendance vis-à-vis du gaz russe, pétrole, un problème, enfin, voilà, à des tas de faiblesses que nous avons, et je ne vois pas très bien à quel horizon tout ça va s'améliorer. Donc je suis assez pessimiste. Je crains que la baisse ne continue parce que voilà, pour des raisons, enfin, moi
Finalement, les États-Unis se portent beaucoup mieux dans la situation actuelle que l'Europe. Bon, voilà, je pense que nous avons raison de faire ce que nous faisons voilà, en faveur de l'Ukraine, mais de fait, on en supporte quand même un coup. Et ce coup, on le voit en partie, je pense, dans la dépréciation de l'euro. Monsieur Hetzel, une réaction Oui, enfin la réaction, elle rejoint ce que vient de dire effectivement M. Eckhall à l'instant. Là où c'est très inquiétant, c'est que depuis 2010, on voit cet écart entre la France et l'Allemagne. Et ça, c'est inquiétant parce que, comment dire, le risque qui existe et qui est au-delà des stricts éléments financiers, c'est de voir une problématique de souveraineté devenir de plus en plus importante. En fait, ce qui caractérisait la France jusqu'à présent, c'était évidemment de faire en sorte que nous ayons une souveraineté économique combinée avec une souveraineté stratégique. Et en fait, j'étais encore à Berlin ce matin, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que en fait, l'Allemagne veut évidemment continuer à assurer sa souveraineté économique, mais de plus en plus se dit, attention, la souveraineté stratégique de la France est en train de se fragiliser, et donc, je vais moi, de mon côté, me préoccuper de ma souveraineté stratégique. Et donc là, on est dans une situation où, en fait, cette orientation, cette fois-ci politique et géopolitique, est elle-même susceptible d'avoir, dans un second temps, des répercussions, y compris sur notre situation financière à venir. Et donc c'est là où on est à une croisée des chemins. Et en réalité, c'est à partir de 2010 qu'on a vu cet écart se creuser. On le voit aujourd'hui, comment dire, c'est pas inscrit. L'une des questions qui a été posée au sein de l'Assemblée parlementaire franco-allemande, c'était de dire, chers collègues allemands, vous avez décidé d'investir 200 milliards à la fois pour réduire la dépense énergétique de vos ménages et de vos entreprises. Pourquoi n'avez-vous pas essayé de traiter cette question à une échelle européenne? Et la réponse a été très précise. Les Allemands ont carrément dit, écoutez, si vous étiez dans une situation budgétaire différente, vous auriez probablement fait de même. Et donc, en réalité, il nous renvoie aujourd'hui, et on voit bien que, comment dire, la question budgétaire et financière est en train d'avoir un impact sur cet aspect souveraineté que nous n'avions sans doute pas mesuré dans les mêmes proportions. Et donc là, il va falloir faire aussi un énorme travail pour être sûr qu'un certain nombre de projets industriels puissent continuer à se développer, parce que, vous y avez fait référence, l'enjeu majeur, ce sera aussi celui de la balance du commerce extérieur. Et là, c'est aussi un point sur lequel il va falloir qu'on travaille. Et la crise ukrainienne n'arrange rien, puisque, comme vous le disiez fort pertinemment, il y a un autre écart qui est en train de se creuser, c'est l'écart entre les États-Unis et l'Europe. Et je terminerai simplement avec un dernier propos. Regardez ce qui s'est passé aussi il y a quelques jours avec la visite du chancelier Olaf Scholz en Chine, où en réalité, les Chinois aussi essayent de plus en plus de jouer les tensions à l'intérieur de la zone européenne. Et la question budgétaire, du coup, revient avec une plus grande acuité encore. Donc, regardez les photos prises à Pékin. Drapeau allemand, drapeau chinois, même plus de drapeau européen, alors que précédemment, dès qu'un État européen se déplaçait en Chine, il y avait présence du drapeau européen. Il a été, alors les Chinois savent ce qu'ils font, hein, ils sont vraiment dans une... Et là, on voit bien que, comment dire, cette question aujourd'hui de la dette, au-delà de la soutenabilité, elle met en exergue la problématique de la souveraineté. Merci beaucoup. Monsieur Le Feu, vous voulez intervenir? Oui, non, ça, simplement, petite réflexion de Moscalvo, j'aurais voulu avoir votre appréciation sur cette réflexion. On a vécu dans un monde pendant longtemps où les prix de l'énergie étaient, les prix, pas la même situation, mais les prix de l'énergie étaient comparables d'un moment à l'autre, le prix du pétrole donnant le là.
Là, on est dans un monde où le prix de l'énergie est très sensiblement différent en Amérique et chez nous. Nous nous privons du gaz russe, ils ont le gaz et le pétrole de schiste, donc l'industrie, l'activité économique, la croissance va demeurer vraisemblablement forte aux États-Unis, entraînant des taux d'intérêt élevés, puisqu'il y a une demande d'argent, une demande d'activité. Comme il y a des taux d'intérêt élevés aux États-Unis, peu ou prou, ça a des traductions chez nous, soit par une dépréciation de l'euro, soit par l'obligation que nous avons aussi de maintenir des taux d'intérêt satisfaisants, de façon à ce que toute notre épargne ne parte pas. Donc on est dans la situation où on va avoir des taux d'intérêt, je poursuis le schéma, est-ce qu'il est bon, je t'en critique, on va avoir des taux d'intérêt qui continueront à être élevés, alors même qu'on n'aura pas du tout la croissance que connaîtront peut-être vraisemblablement les Américains. Donc, extrême difficulté pour nous. Extrême difficulté pour nous. Mais je suis totalement d'accord avec ce que vous venez de dire. Je vais rajouter d'ailleurs, il y a chez les économistes en ce moment un débat sur le thème, est-ce que la hausse des taux d'intérêt dans la zone euro, la politique de la BCE, va servir à quelque chose pour lutter contre l'inflation, sachant que contrairement aux États-Unis, c'est une inflation importée qui vient de l'extérieur, qui n'est pas sans doute un peu liée à un excès de demande interne, lié d'ailleurs à nos déficits publics, etc., mais pas trop. Et j'aurais tendance à dire, la hausse des taux d'intérêt menée par la BCE dans la zone euro, elle a au moins, je veux dire, un intérêt, si j'ose dire, c'est d'empêcher une dépréciation encore plus forte de l'euro, parce que votre schéma est parfaitement juste. Et donc, en effet, elle a au moins, et ça, parce que la dépréciation de l'euro, ça aggrave l'inflation. La dévaluation d'une monnaie, ça a des effets inflationnistes. Donc, au moins par ce canal-là, et à son corps défendant, parce que les Américains remontent leur taux d'intérêt, la BCE est obligée de le faire, de suivre en partie. Parce que sinon, en effet, l'euro poursuit sa glissade, et ça aggrave encore l'inflation importée. Donc oui, ça se passe bien comme ça. Donc un clivage, vous disiez, États-Unis, Amérique, Europe, qui va s'accentuer, et une partie de notre industrie qui peut s'éloigner. C'est l'énergie qui fait l'économie, hein. C'est une constante, hein. L'énergie est moins chère là-bas. On l'avait oublié. On l'avait oublié, je pense. Et les matières premières. On avait une énergie pas chère en France, quand on comparait avec nos voisins européens, notamment l'Allemagne. On a regardé un peu une énergie pas chère. Merci beaucoup, merci à tous. Alors, je fais une conclusion longue, mais elle sera par écrit et on doit libérer la salle rapidement. Alors, je vais juste donner le mot de la fin à Emmanuel Macron, si vous voulez bien, qui écrivait ceci dans son ouvrage Révolution, il y a 6 ans, jour pour jour, ouvrage paru en novembre 2016. Nous avons commis la faute la plus grave en laissant à nos enfants la charge d'une dette insoutenable. Candidat Macron 2016. Merci beaucoup, monsieur le député. Merci d'avoir permis d'organiser cette réunion. Merci, monsieur Kahn. Merci à toutes et à tous. À bientôt. Merci. Bonne conclusion, empreinte de réalisme. Il n'a pas été appliqué. Non, mais comme quoi il était visionnaire. Autant